La décision est historique. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger se retirent de la CEDEAO dans un communiqué conjoint rendu public ce 28 janvier 2024. Les trois pays de l'AES dénoncent une CEDEAO sous influence étrangère et devenue une menace pour ses États membres et ses populations. Nous entendrons le porte-parole du gouvernement, à suivre également les enjeux politiques et économiques de ce retrait ainsi que la réaction des citoyens à Bamako et à l'intérieur du pays. Grand format de la rédaction ce soir, gros plan sur les relations algéro-maliennes de l'indépendance à nos jours. Que retenir des liens entre les deux pays? Des historiens et spécialistes en relations internationales ne comprennent pas la volte-face de l'Algérie. Le pays, pense-t-il, doit pourtant une partie de son existence au soutien du Mali dans la résolution de certaines crises, notamment la guerre du sable dans les années 70. Concours de l'inclusion dans les médias du Mali. Les lauréats reçoivent leur prix. Ils sont au total 12, dont 8 femmes. La compétition a porté sur l'inclusion des femmes, jeunes et personnes vivant avec un handicap. De la culture, dans ce 20h, nous ferons un tour au festival Ogobania pour apprécier la sortie majestueuse des masques Dogon. Nous irons également à Ségou, où une expo photo donne le ton de la 20e édition du festival sur le Niger. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bamako, Ouagadougou et Niamey claquent la porte et décident de se retirer de la CEDEAO. La nouvelle est tombée dans la mi-journée. À 13h, un communiqué conjoint est simultanément rendu public par les autorités des trois pays de l'AES, Alliance des États du Sahel. Au Mali, c'est le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, qui était sur nos antennes pour dénoncer une CEDEAO sous influence et est devenue une menace pour ses États membres et ses populations. Nous l'écoutons. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région et mû par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent, avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception, que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
faits à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Le porte-parole du gouvernement, c'était cet après-midi à 13h sur nos antennes. Voyons à présent les contours politiques et géopolitiques de cette décision de retrait de la CEDEAO. Nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste en géopolitique pour en savoir davantage. Explication dans ce reportage signé Youssouf Diakité. Ce dimanche 28 janvier 2024 restera une date mémorable pour les peuples maliens, nigériens et burkinabés. Le retrait de ces trois pays de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Considérant évidemment l'incapacité de l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, de faire face aux problèmes géopolitiques contemporains effectivement de ces pays, alors donc ces États ont décidé d'être ensemble pour régler leurs problèmes. Le droit international leur autorise ça. L'article 52, 53, 54 de la Charte des Nations Unies, notamment chapitre 8, autorise les États de s'organiser pour faire face à leurs problèmes. Alors c'est ce qui se passe ici. Avec la création de l'Alliance, ces deux États ont décidé d'aller ensemble pour faire face aux problèmes qui leur sont contemporains. Cette décision des trois États s'inscrit dans une logique de restauration de la souveraineté, de la dignité et de l'honneur des peuples concernés. La volonté de ces trois États, c'est de stabiliser d'abord les territoires minés par des conflits armés de tout genre et ensuite passer vraiment vers des élections paisibles. À la question de savoir l'impact d'une telle décision sur les peuples respectifs, l'analyse est on ne peut plus claire. Quand nous regardons la situation géopolitique de ces pays, organiser les élections de façon précipitée, ça peut vraiment entraîner d'énormes problèmes. Donc il faut vraiment diagnostiquer des choses, et poser des solutions nettement définies et essayer de stabiliser le pays. Après cette stabilisation, il faut penser à l'élection, il faut penser vraiment au retour à l'ordre constitutionnel, parce qu'en réalité, ces trois pays, quand nous regardons aujourd'hui, sont victimes vraiment du terrorisme, qui est un aspect qui n'avait pas été étudié d'abord par le droit international, au niveau de l'organisation internationale. Et ces nouveaux acteurs sur les terrains qui posent d'énormes problèmes, il faut vraiment trouver vraiment des solutions à ce niveau, aux questions de terrorisme, aux questions de conflits, et ensuite penser aux élections. En tout cas, depuis le 28 mai 1975, date de la signature du traité de la CEDEAO par les États membres, l'organisation régionale est très controversée. C'est pourquoi d'aucuns la qualifient des syndicats des chefs d'État et non des peuples. À suivre également les enjeux économiques de ce retrait lié donc à ce retrait des pays de l'AES de la CEDEAO au cours de cette édition. Et nous verrons également quelques réactions ici à Bamako et à l'intérieur du pays. En attendant, on en vient au grand reportage de la rédaction. L'accord pour la paix issu du processus d'Alger est caduc depuis 72 heures suite, rappelez-vous, à une décision du gouvernement. Dans la foulée, les autorités maliennes mettent en garde l'ingérence de l'Algérie dans les affaires intérieures du pays. Ce soir, projecteur sur les relations algéro-maliennes de l'indépendance à nos jours. Que retenir des liens entre les deux pays ? Des historiens, diplomates et autres spécialistes en relations internationales affichent aujourd'hui leur surprise face à la volte-face de l'Algérie qui doit pourtant une partie de son existence au soutien du Mali dans la résolution de certaines crises, notamment la guerre du sable dans les années 70. Tamsir Diabaté. Le respect de la souveraineté du Mali. Le respect des choix stratégiques opérés par le Mali. La défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décisions sont désormais les trois principes qui se définissent comme le code de l'honneur et la dignité du Mali, État-nation. Toute nation qui touche à ces trois principes franchit le Rubicon. Et l'Algérie, au nom de la mise en œuvre de l'accord dit Alger, se met dans cette posture. Le gouvernement de la transition constate avec une vive préoccupation une multiplication d'actes inamicaux, de cas d'hostilité et d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali par les autorités de la République algérienne, démocratique et populaire. Toutes choses portant atteinte
à la sécurité nationale et à la souveraineté du Mali. Et fort heureusement que les témoins et grands témoins de l'histoire sont là pour rafraîchir la mémoire. Avant l'indépendance de l'Algérie, le Mali a engagé sa survie pour défendre l'Algérie. Déjà dans la période de l'autonomie, c'est-à-dire entre 57 et 60. Le Mali a pris position pour l'Algérie indépendante dans le conflit sahraoui. Pour que l'Algérie puisse parachever son combat pour sa libération, il lui fallait absolument un repli stratégique. Et cette profondeur stratégique lui a été offerte par le Mali, ce qui a permis à l'armée de libération nationale d'installer son QG à Gao, avec à la tête Bouteflika. Il faut reconnaître que les relations entre ces deux pays sont anciennes et même très anciennes. Ils partagent le désert du Sahel comme frontière, mais la question qui taraude les esprits est la suivante. L'Algérie a-t-elle oublié aussitôt le sang versé par les Maliens pour sauver le pays d'Abdelaziz Bouteflika dans bien de conflits? L'on se souvient encore de la guerre du sable en 1963. Les gens qui sont nés en 62-63, quel âge ils ont aujourd'hui? Ils ont la soixantaine. Bon, est-ce qu'on leur a raconté la révolution algérienne? Est-ce qu'on leur a raconté les relations maliano-algériennes? Qu'est-ce qu'il reste dans la conscience de la jeunesse algérienne? Qu'est-ce qu'il reste de ces rapports-là? Les vrais dirigeants algériens, l'ère des dirigeants historiques algériens a pris fin avec la disparition de Bouteflika. C'était eux les combattants historiques. Ceux qui sont là aujourd'hui, on ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève du temps de la lutte de libération nationale. Comme le disent les historiens, anciens diplomates et politologues, le passé n'a de sens que lorsqu'il sert le présent. Le Mali, de tout temps, a été un pays qui est jaloux, soucieux du respect de sa souveraineté. Et aujourd'hui, les actes que nous posons signifient au monde entier que le Mali est redevenu à retrouver ce qui, de tout temps, a constitué l'ADN de ce pays-là. Un tel acte devait nous interpeller tous, en tant que citoyens, pour dire à notre niveau, à notre place, qu'est-ce que nous devons faire pour renforcer la souveraineté et puis nous préparer à assumer les conséquences de notre acte en tant que nation et en tant que peuple. C'est donc en toute responsabilité que les autorités ont décidé de mettre fin à l'accord d'Alger, signé en grande pompe le 15 mai et parachevé le 20 juin 2015. À l'écrit de cet accord pour la paix et la réconciliation, on aperçoit systématiquement qu'une ultra-minorité a pu s'imposer par la force des armes au nom d'une écrasante majorité des régions dites nord du Mali. Naturellement, ces documents souffraient incontestablement d'un problème d'ancrage. Pour signer un tel accord dans un pays, il faut soumettre l'accord à un débat parlementaire par validation par l'Assemblée nationale. Ce qui n'a pas lieu. C'est ce qui a même compliqué l'appropriation de l'accord par les différents acteurs potentiels pour la mise en œuvre. Nous avons toujours été contre cet accord. Nous avons toujours dit que cet accord. En son temps, les autorités du moment, de l'époque, ne nous ont pas écoutés. Nos voix n'ont pas été entendues. Aujourd'hui, on peut dire alhamdoulilah, c'est Dieu qui a fait que les autorités puissent nous entendre la voix du peuple aujourd'hui. Cette décision ne signifie pas la fin des relations entre le Mali et les partenaires sincères qui respectent les lignes directrices tracées par les autorités maliennes. Et pourtant, il y avait des sceptiques quant à la fiabilité de cet accord. Quand on lit cet accord, on ne peut pas ne pas dénoncer cet accord.
parce qu'il contient des dispositions qui, fatalement, inévitablement, dans un avenir proche ou lointain, conduiront à la partition de notre pays. L'accord a toujours été un marché de dupes, puisque les principaux tenants de l'accord n'ont pas signé l'accord. La CEMA a signé, bien sûr, mais la France n'a pas signé. Et avec la France, ses alliés de l'Union européenne. Or, c'est eux qui tirent les ficelles du jeu. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que l'accord existait. Cet accord a toujours été un piège qui a permis à certains d'avoir des ailes. De tout le temps, on a toujours dit que cet accord n'était pas bon pour nous. Oui, les relations de bon voisinage voudraient ce qu'on appelle la sincérité. Et l'Algérie et ses complices ne semblent pas jouer un franc jeu avec le Mali dans la mise en œuvre de l'accord. L'Algérie aurait pris la décision souveraine de faire arrêter tous les leaders des groupes armés qui ont commis des crimes de sang, des crimes de guerre contre l'État du Mali et contre les populations maliennes et les extrader sur le territoire malien. C'est ce qu'on appelle la vraie coopération internationale. La pendule à l'heure par les autorités de la transition avec le dialogue intermalien annoncé et tant attendu dénote de la volonté des dirigeants actuels de gagner la guerre et de construire la paix. Et cette fois-ci, par le vrai dialogue qui caractérise les grandes nations, le pays de Soundiata Keïta. C'était le grand reportage signé ce soir Tamsir Diabaté. À Kidal, la population apprécie la décision du gouvernement de mettre fin à l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Idrissa Djibrila Maïga, l'un de nos correspondants dans la région, a baladé sa caméra et son micro dans les rues de Kidal pour recueillir quelques témoignages suivants. L'accord a été signé depuis 2015, effectivement, il a piétiné pendant longtemps. Nous soutenons la décision du gouvernement et nous sommes avec le gouvernement dans l'application de ce dialogue intermalien. On a duré dans cet accord sans aucune décision. L'accord est très long, on n'a rien vu dans l'accord. Vraiment, nous souhaitons, nous la jeunesse de la région de Kidal, on souhaitons que l'accord sera fin de l'accord d'Alger. Ça n'amène rien, on a duré là-dedans, on n'a rien, l'accord n'a pas été appliqué, on nous a mis en retard. On souhaitons que l'État revienne sur l'accord malien intermalien pour aller en avant. Vraiment, le gouvernement, il a fait des efforts, il a fait ce qu'il peut le faire. Il est trop traîné lui-même pour l'accord là soit appliqué. Jean n'est pas appliqué. Tout ça là, je vois ça là. Maintenant, le gouvernement maintenant, c'est lui qui commande, il doit faire ce qu'il peut le faire. Si l'accord n'est pas appliqué. En Algérie, ça traîne. Il a traîné trop l'accord. Entre Maliens, c'est bon. C'est ça qui même est bon. Vous faites qu'on laisse intermédiaire en Algérie, intermédiaire en France, intermédiaire en Niger, ça c'est pas bon. Si on est là-dedans, on ne peut rien faire, on ne peut rien régler. Comme le problème d'Amisma, comme le problème de Barkhane. On a vu beaucoup de choses, nous on est là. Quelques réactions à Kidal, donc. Suite à la décision du gouvernement de mettre fin à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Également dans l'actualité, la visite d'études et de partage d'expériences de la délégation du Conseil national de transition au Burkina Faso qui s'est achevée ce samedi. Le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Ousmane Bougouma, a offert un dîner à la délégation malienne, dîner au cours duquel Maliens et Burkinabés se sont offerts des présents. Le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso a reçu un tiwara de la part de son homologue malien, le colonel Malik Diaw, présent remis par le 5e vice-président du CNT, Diarra Raki Atala. Des images donc qui nous viennent de
Ouagadougou. C'était hier soir. Avant de quitter Ouagadougou, les membres du CNT ont visité le mémorial Thomas Sankara, une façon pour eux de rendre hommage au père de la révolution burkinabé pour son combat pour la dignité et l'indépendance de l'Afrique. Récit de nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Adama Kamara. Il y a des hommes qui par leurs actes restent immortels. Sans aucun doute, Thomas Sankara en est un. Le pays qu'il a vu naître lui rend hommage à travers cette statue. La délégation du Conseil national de transition vient la découvrir. Par la même occasion, s'abreuvoir de l'histoire et du combat de ce digne fils de l'Afrique. La statue de Thomas Sankara en chiffres, c'est 5 mètres de hauteur, 6 tonnes de béton, 7 tonnes de bronze pour un coût de 150 millions de francs CFA, sur laquelle sont gravées les figures de ses 12 compagnons, tous assassinés avec lui le 15 octobre 1987. La triste histoire ne laisse aucune âme insensible. Thomas Sankara a été l'une des victimes, l'un des martyrs, parmi tant d'autres, tombé très jeune, tombé avec conviction, qui a rendu le dernier souffle avec dignité. Et il était tout à fait normal d'ériger un mémorial en son nom, tout comme on a érigé un mémorial au nom du président Feu Modibo Keïta. Modibo Keïta, Thomas Sankara et bien d'autres se sont donc battus pour préserver l'honneur et la dignité des Africains. Et c'est devant ces bâtiments qui datent de 1962 que le combat de Thomas Sankara et ses compagnons s'est arrêté. Il y aura toujours dans nos différents États ces germes-là qui poussent et qui ne disparaîtront jamais. Ces germes de la dignité, du patriotisme, qui ne disparaîtront jamais. Comme on dit en Bambara, quand tu soulèves une tartine du tau, qui est la pâte de maïs, l'on trouvera toujours une autre tartine en dessous. Ils auront beau multiplier les initiatives des Modibo Keïta, des Nelson Mandela, des Thomas Sankara seront toujours dans nos pays, des Sékou Touré seront toujours dans nos pays, des Kwame Nkrumah pour relever la dignité de l'Afrique au firmament des nations. Des nations reconnaissantes à leur digne fils, à la grandeur de Thomas Sankara, un nouveau mémorial sera bientôt érigé sur 14 hectares avec toutes les commodités. Il doit mesurer 87 mètres de hauteur l'année de son assassinat. Et le financement sera assuré par les Burkinabés eux-mêmes pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Nous sollicitons les autres États à conserver la mémoire de l'histoire afin que l'impérialisme et le néocolonialisme ne cherchent pas à falsifier l'histoire de notre pays ou de nos pays respectifs à leur avantage et à nous maintenir dans des liens de l'annihilation, de l'esclavagisme mental. Et donc, nous sommes là, tenons-nous la main, c'est le renouveau de l'Afrique, c'est le renouveau de la zone Sahel et je suis certaine que l'Afrique est une terre bénie. Une terre bénie au potentiel énorme dont l'exploitation judicieuse passe par la réussite de la lutte de libération totale. Les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel ont déjà emprunté ce chemin malgré les embûches et autres obstacles. Restons hors du Mali pour parler de l'approvisionnement du pays en denrées stratégiques en provenance de la Russie. 25 000 tonnes de blé ont été réceptionnées au port autonome de Conakry. Il s'agit des céréales promises par le président russe Vladimir Poutine à 6 pays africains, dont le nôtre, lors du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg. Le déchargement du navire a eu lieu en présence du président directeur général de l'OPAM, structure chargée de la gestion du don en vue d'assurer un approvisionnement correct et régulier du marché malien. Yaya Konaté.
Au port autonome de Conakry, un navire de plus en provenance de Russie. Sa cargaison, 25 000 tonnes de blé destinées au Mali. La concrétisation d'une promesse faite par le président russe Vladimir Poutine à 6 pays africains, dont le nôtre, lors du sommet Russie-Afrique tenu en juillet dernier à Saint-Pétersbourg. À la réception, le président directeur général de l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, structure chargée de la gestion du don en vue d'assurer un approvisionnement continu du pays en blé en provenance de la Russie. Ce blé va être donné aux meuniers et on a localisé 5 ou 6 meuniers. Déjà, on va les répartir entre eux. Ce sera sous forme de contrat qu'on va vendre ces blés. Donc, on va vendre ces blés et l'argent va servir à approvisionner le marché. On avait reçu 50 000 tonnes. L'argent de ces 25 000 tonnes, on va aussi ajouter à ça et continuer à approvisionner le marché mensuellement, tel est le vœu. L'arrivée de ce navire, une preuve supplémentaire du renforcement de l'axe Bamako-Moscou voulu par les autorités de la transition. Et parmi les axes majeurs de cette coopération renforcée figure justement l'approvisionnement du pays en produits stratégiques dont le blé pour appuyer le gouvernement malien dans ses efforts de stabilisation des prix des denrées de première nécessité, au premier rang desquels le pain. Nous sommes très fiers de cette coopération. Cette façon d'importer à partir de la Russie du blé a pour objectif de stabiliser le coût du pain sur le marché. Faire en sorte que le consommateur ne subit pas des augmentations. Donc ça rentre dans le cadre de la politique de la transition afin de satisfaire aux besoins du peuple malien. Dans le cadre de l'approvisionnement de notre pays en produits stratégiques, 22 000 tonnes d'engrais ont déjà été réceptionnées ici au port autonome de Conakry en décembre dernier. Sont attendus dans les prochains jours d'autres navires avec d'autres produits, parmi lesquels des hydrocarbures conformément aux différents mémorandums d'entente signés dans la capitale russe en octobre dernier. Les membres de la commission développement rural du Conseil économique, social et culturel sur le périmètre irrigué de Samankou, une visite de terrain qui a permis de recenser les problèmes majeurs qui assaillent les 332 maraîchers membres de la société coopérative des exploitants des parcelles aménagées du périmètre de Samankou. Fadema Keita, Idrissa Traoré. Les 332 maraîchers ont à leur disposition un périmètre de 100 hectares à exploiter. Sur ce total, seulement 16 hectares sont mis en valeur. La pompe installée aux abords du bras du fleuve Niger est en panne depuis des années. C'est pourquoi la quantité qu'ils produisent avec les panneaux solaires, les châteaux installés, est loin de combler les attentes. Qui dit maraîchage parle d'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de maraîchage. Ils sont venus nous voir, on est très heureux. On nous a fait savoir que le problème principal de Samako, c'est l'eau. S'il y a l'eau à Samako, tout va bien. Et puis Samako peut fournir Bamako en produits de bonne qualité. C'est ça qui est notre objectif. Préoccupation partagée, le compte rendu sera fait. L'État et ses partenaires étudieront les dossiers pour suite à donner, rassure le président de la commission développement rural du Conseil économique, social et culturel et celle des femmes rurales du Mali. On vient de visiter une parcelle d'une femme qu'il y a tout là-dedans. Et puis c'est bien fait, tellement que ces bonnes dames sont en train de se donner à cette terre. Ils ont beaucoup de surface ici, mais la surface est mal aménagée. Je crois qu'il y a les problèmes d'eau qui se posent. Nenti asian fole wati be anu ye sigi meke be na ka fo jiko gele adi buka. A jiko gele ani a jate mine ko nondo ko gelendo. Ko nondo mina baw u yere ni bamanja. Baw do be no ne a jate mine jamana wero minu bi bo kana ni uka jardin fen we yanno. Jitu bolo jimu bolo an ga ji fanga ka bonu ye nunu sigilembe baku yere de lala o ga fe un sigilembe ro ya ka se ka sama ka suma ani batiteme kilometre kelenka de umbe o de bi kosobe ne andona bi amolo bana ko ni jo ga balaje furaju de ka se jardin kono nana molo la kodo vraiment kuma fora tiara mais fen kilindron de bi se ka fenke ni an sera ka an jantu la fanga À ce problème s'ajoute celui des insectes nuisibles qui détruisent les pépinières et produits maraîchers. La demande d'unités de transformation est liée à ces difficultés qui entravent la surproduction dans le périmètre de Samankou.
Demain s'ouvre à Bamako une session de la cour d'assises. Plus de 160 dossiers sont inscrits au rôle, inculpant 275 accusés. Association de malfaiteurs, assassinats, vols qualifiés sont entre autres la nature des faits. L'avocat général de la cour d'appel de Bamako donne plus de précisions au micro de Abdul Karim Kaba. La session qui s'ouvre demain 29 janvier 2024 prendra en charge 162 affaires inscrites à son rôle pour 275 accusés, dont 6 femmes, 6 mineurs. Donc il s'agit d'une session ordinaire, mais très fournie, car dans le courant de l'année 2023, aucune session n'a pu se tenir. Donc cette session prendra en charge tous les dossiers qui sont prêts à être jugés. Les infractions se répartissent comme suit. Infraction contre la personne, association de malfaiteurs et vol qualifiés, 44 dossiers. Incendie volontaire, 2 dossiers. Atteinte à l'intégrité physique des personnes. Assassinat, 22 dossiers. Meurtre, 7 dossiers. Coup mortel, 17 dossiers. Infanticide, 2 dossiers. Parricide, 1 dossier. Coups et blessures volontaires aggravés, 2 dossiers. Atteinte aux mœurs, viol, 27 dossiers. Pédophilie, 18 dossiers. Attentat à la pudeur, 5 dossiers. Enlèvement des personnes, 1 dossier. La traite des personnes et le trafic illicite des migrants, 2 dossiers. Trafic international de drogue à haut risque, 1 dossier. Et juste après cette session ordinaire, on va enchaîner avec les dossiers de lutte contre la délinquance économique et financière, des crimes en matière de cybercriminalité et des dossiers de terrorisme. Concours de l'inclusion dans les médias du Mali. Les lauréats reçoivent leur prix. Ils sont au total 12, dont 8 femmes. La compétition a porté sur l'inclusion des femmes jeunes et personnes vivant avec un handicap. Une initiative de la HAC en partenariat avec AFS Mali, Mohamed Kaintaou et Aruna Diarra, reportage. 36 candidats avaient postulé au concours des meilleures œuvres sur l'inclusion sociale et la promotion du genre dans les programmes des médias au Mali. Ouverte du 24 novembre au 25 décembre dernier, l'initiative de la Haute Autorité de la Communication en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES Mali vise à promouvoir l'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap. Ceux qui ont été nominés, c'est le plus dur qui commence, de mon point de vue. Parce que quand on se hisse à un certain niveau, alors l'important, c'est de s'y maintenir et de ne pas dorénavant fléchir. Mais ça a un appel aussi à ceux qui n'ont pas atteint ces niveaux pour ces premiers exercices, pour faire en sorte que les exercices à venir, ils puissent être dans le peloton de tête. Pour IFES, améliorer l'inclusion, à notre avis, c'est travailler pour la promotion de valeurs et de principes cardinaux de la démocratie, à savoir l'égalité, l'équité, la justice, la tolérance, l'empathie et j'en passe. Le concours concernait 4 catégories, à savoir la radio, la télé, la presse écrite et la presse écrite en ligne. Et trier les meilleures œuvres n'a pas du tout été facile pour le président du jury, Béchir Diop, et son staff. Finalement, 12 candidats se sont fait distinguer et les 3 premiers de chaque catégorie ont été primés. Les premiers prix sont composés de motos Jakarta, de casques de protection et de clés USB. Quant au deuxième prix, il comprend des smartphones. Et le troisième prix, des box Internet avec 1 an d'abonnement. Être distingué dans ce milieu, c'est pas facile. Donc si nous sommes retenus pour être récompensés par ce père, c'est une fierté. En tant que journaliste dans une rédaction, je sais que les femmes, elles se donnent beaucoup, elles travaillent beaucoup. 8 des 12 lauréats représentent la gente féminine
Une façon pour les deux membres du gouvernement présents de saluer l'initiative de la HAC qui fait la promotion du genre et lutte contre l'exclusion. La sélection naturelle fait que les dames sont toujours devant les hommes. Nous avons un programme que nous devons lancer sur la citoyenneté. Et j'aurais besoin que chacun des groupes, les premiers en tout cas, nous puissions créer un groupe pour qu'ils puissent nous aider à nous appuyer là-dessus. Ce sera un peu rémunéré, pas beaucoup. Djanjo à vous, les Nilini de la presse malienne. Je voudrais aussi dire ici ce soir que la nature est faite ainsi. Il y a là des gens que la nature a favorisés, physiquement, moralement, intellectuellement. Mais il est absolument inadmissible que des gens ne soient pas inclus, tout simplement à cause d'une défaillance morphologique ou d'un handicap de la nature ou à cause d'un genre sexuel. Notons que ce concours, financé par l'USAID, comprenait plusieurs thèmes sociopolitiques visant également à encourager la production de contenu médiatique de qualité sur la problématique de l'inclusion. La Commission nationale de destruction des produits prohibés et les douanes maliennes procèdent à la destruction d'importantes quantités de produits prohibés. Au total, 150 tonnes. Ce sont des médicaments, contrefaits, des produits alimentaires et autres. Reportage Boubacar Bablé-Touré. Au-delà de sa mission économique, les douanes maliennes veillent aussi à la protection des industries et de la santé publique, cela à travers une lutte implacable contre la fraude. À ce titre, ce sont au total 150 tonnes de produits prohibés qui ont été saisis par la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude de Bamako et l'antenne de Koutiala au titre de 2023. D'abord, la première quantité, c'est les produits pharmaceutiques. Les produits pharmaceutiques, il y en a pour 46 tonnes. Ensuite, les produits alimentaires, 93 tonnes à peu près. C'est des dattes, du thé, des bonbons. Ces produits ainsi saisis sont destinés à la destruction, d'où cette vaste opération d'incinération en collaboration avec la Commission nationale de destruction de ces produits. L'opération s'inscrit dans le cadre des Journées mondiales des douanes. La douane a essentiellement 3 missions. La première mission, c'est la mission fiscale. La deuxième mission, c'est la mission économique de protection des unités industrielles et de lutte contre la fraude. Et nous avons des missions particulières dans le cadre de la protection du consommateur, dans le cadre de la protection de la santé des populations. Nous avons dans le cadre aussi de la lutte contre la criminalité transnationale. Les produits doivent rentrer par un circuit officiel. Donc le circuit non officiel, je pense que le garant de ce circuit, c'est la douane. Nous avons une très bonne collaboration avec la douane. Parmi ces produits détruits, des sacs de dattes qui ont servi à dissimuler un produit très dangereux pour la santé. La direction du renseignement et de la lutte contre la fraude, pour ce cas précis, a saisi des dattes qui étaient dans le même chargement que les cyanures. Parce qu'on ne peut pas mélanger les cyanures et un produit alimentaire et dire qu'on peut le consommer. Donc l'appel que j'ai encore une fois pour les populations, c'est d'aider les services de sécurité, particulièrement la douane, vraiment nous aider à faire la part des choses entre vraiment ceux qui tuent nos populations à petit feu, entre guillemets. La vigilance afin de préserver la santé humaine. La viande labellisée Made in Mali bientôt dans les assiettes des consommateurs, annonce du ministre de l'Élevage et de la Pêche en fin d'un séjour de 48 heures dans la région de Sikasso. Une mission au cours de laquelle le ministre a visité plusieurs réalisations dans les domaines de l'élevage, de la pêche et de la pisciculture. Le reportage est signé Moustapha Doumbouya. C'est la pharmacie des produits vétérinaires Canal Veto qui a reçu dans un premier temps la délégation conduite par le ministre de l'Élevage et de la Pêche. Une visite qui se situe dans le cadre du suivi de la campagne pastorale et aquacole. Le ministre s'est ensuite rendu au centre de services de lait de Sikasso qui collecte et vend 500 litres de lait par jour. Un centre approvisionné en partie par l'Union des coopératives des producteurs de lait qui a aussi reçu la délégation ministérielle. L'usine Ukosi, huilerie cotonnière de Sikasso, a aussi reçu la visite du ministre. L'objectif, c'est vraiment satisfaire les éleveurs. Félicitations à notre gouvernement qui est en train de faire beaucoup d'efforts pour nos éleveurs parce qu'ils ont dégagé un quota pour les éleveurs du Mali.
Ferme Bamba est une entreprise familiale évoluant dans plusieurs domaines, dont l'embouche, l'élevage des petits ruminants, la volaille et la pisciculture. La ferme, située à une quinzaine de kilomètres de Sikasso, a constitué l'une des étapes de la visite. Nous produisons à peu près 20 tonnes par an. Et quand vous voyez les étangs, nous sommes en deçà de notre production compte tenu de certaines difficultés. Il faut avoir de l'eau. Dieu merci, nous avons suffisamment de l'eau ici. Et ensuite, la cherté de l'alevain. L'alevain coûte cher et l'alevain, tu ne l'as pas vraiment au moment voulu. L'aliment poisson que nous avons coûte énormément cher. Il va falloir que l'État voie le prix de l'aliment poisson en intervenant en subvention. La conférence des cadres a sanctionné les activités de cette mission en région de Sikasso, un espace qui a permis aux services techniques et aux acteurs de l'élevage, de la pêche et de la pisciculture d'exposer les acquis et les contraintes de chaque sous-secteur. Nous repartons vraiment satisfaits de cette visite qui a permis à nous de voir tous les résultats, les difficultés, mais aussi les perspectives. Les perspectives sont très bonnes parce que la région de Sikasso est une région agro-pastorale et il y a de l'avenir et nous avons effectivement dit que à ce niveau aussi la labellisation de la viande est en cours de chemin. Nous avons le logo que nous avons démontré aux uns et aux autres cette semaine et nous pensons que très bientôt la viande made in Mali sera dans les assiettes des Maliens. À l'entame de la visite, le ministre et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités. Lancement du livre « Le secteur agricole au Mali, évolution et perspectives », une œuvre de Kassoum Denon et Fousseini Diarra. L'ouvrage est présenté devant un parterre de personnalités et spécialistes du secteur agricole. Agibou Koulibaly, reportage. L'ouvrage « Le secteur agricole au Mali, évolution et perspectives » est coécrit par deux experts émérites, Kassoum Denon et Fousseini Diarra. Un document de 200 pages qui plonge au cœur du Mali, explorant les multiples facettes du secteur agricole. Le livre débute par une présentation succincte de cette nation africaine, offrant au lecteur un aperçu fascinant de son identité unique. Au fil des pages, les auteurs détaillent l'évolution du secteur agricole malien, mettant en lumière les réussites, les défis et les opportunités qui ont façonné son parcours. Des contraintes auxquelles le secteur a dû faire face, aux acquis qui ont marqué son développement. Chaque chapitre offre une perspective approfondie. Nous avons fait environ 37 ans sur le terrain. Nous avons vécu avec les producteurs. Nous avons partagé avec les producteurs sur le terrain tout le bien et tout le mal. Nous avons eu souci de laisser quelque chose à la postérité, à la génération future. C'est-à-dire créer le passé pour permettre aux jeunes de voir qu'est-ce qui peut venir à l'avenir. C'est ce qui nous a motivés à écrire le livre. Leur analyse ne se limite pas à 1960. Ils vont au-delà pour nous décrire avec beaucoup de munitie un certain nombre d'éléments qui concourent à ce secteur-là. Pour cet autre professeur, le livre incite à la réflexion sur les réformes nécessaires pour garantir un équilibre durable entre l'agriculture et la préservation de notre environnement. Notre agriculture a besoin d'être durable. La durabilité de l'agriculture ne peut être assurée que quand il y a une bonne connexion de l'activité agricole avec la préservation de l'environnement. Un projet d'une telle envergure ne serait pas possible sans le soutien d'une maison d'édition dévouée, engagée dans la promotion du savoir. Notre vision, c'est de faire en sorte que, désormais, les Africains que vous êtes, que nous sommes, que nous soyons publiés en Afrique, au Mali. Le secteur agricole au Mali, évolution et perspective, offre une vision complète, une ressource indispensable pour les étudiants, les chercheurs, les décideurs et tous ceux passionnés par le développement agricole au Mali. L'ouvrage est disponible dès maintenant pour éclairer, inspirer et guider. Retour sur la principale information de la journée. Vous le savez, c'est le retrait du Burkina Faso, du Mali
et du Niger de la CEDEAO dès l'annonce de cette décision. Les réactions n'ont pas tardé dans les rues de la capitale malienne et à l'intérieur du pays, précisément à Sikasso. Que pensent les populations de cette décision? Suivons. ni mona mogore le ke joni otmana amba ala deli mamu bankuna halibi jamanan basigi na here ala ka danoma ala kan kishi gere gere ma fema jane yere ka bo a jara ne kojugu anga yere ta anga be ke mi anga ke oji kono a fora bana oli kad nere ni kwa ne here badi fuitala nafakati uko toro mumbe sisa bila banka ke here ode mon finti se ka diastro kuma be ni ma toro soro on sait bien que Mali a des difficultés la vie toro bien financièrement fanfé fembe fanfé mais tagle nye fa bebe anga bo CEDEAO la anga monnaie kene en yere ya fama anga horan ya ta yere ya fama doni doron Mali bisigi a tuga koroka que CEDEAO ko ya kunde bora quoi vraiment on ko ne ga mirina ambolim ngara CEDEAO la jarane ko jugu wallahi ambe do de ke ala ka barga do asimina ka jamala. Vraiment, je suis très heureux d'apprendre la nouvelle. On est fiers des autorités maliennes, la gouvernance de l'AES. Tant qu'on n'a pas vraiment retiré de la CEDEAO, on ne peut pas avancer. Parce que la CEDEAO aussi n'avance pas. Parce que quand tu vois que tu ne peux pas créer vraiment une association, tu vois, dirigée par un autre vraiment quelqu'un, tu vas voir que tu ne peux pas aller de l'avance. J'ai Mali boli CEDEAO ka se Burkina ma ka se Niger ma ne ra bolo ne ra ni ga ko sumana doni parce que ambe la hala minabi jembe a famu ka donga fo tabulu mun be yi amba do fama mun be akon mana ga chugo ante Niger kon fo nta fla fe ko ne do ko wi donc rande be sika fangani gouvernement mo asimna ga jama ani ibena ka jama Burkina ani Niger na ka jama mesika foldo. Des réactions à Bamako et à Sikasso, des propos recueillis par Abdul Karim Kaba avec le concours de la station régionale de Sikasso. Et cette question, quels sont les enjeux économiques de ce retrait des pays de l'AES de la CEDEAO? Nous avons posé justement la question à deux économistes. Nyanya Aliou Traoré nous en dit plus. Notre pays, tout comme le Burkina Faso et le Niger, se retire de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avec effet immédiat. Le fait est inédit depuis la création de la CEDEAO le 28 mai 1975. À travers cette décision, on voit une consolidation de l'Alliance des États du Sahel. La CEDEAO devient ainsi une organisation de 12 pays au lieu de 15. Cette décision, déjà, moi, ça ne me surprend pas parce que déjà, on avait vu que nos autorités se préparaient. Il y a eu beaucoup de concertations et surtout la création de l'AES, que je salue à juste titre parce que nous, c'est comme si on en avait vu un peu en avant. Parce que les jeunes entrepreneurs de cet espace s'étaient mis ensemble à Niamey en juin 2022. Donc on avait essayé de voir quels étaient véritablement les voies et moyens parce qu'à l'époque, le Mali était sous sanction. Donc voir comment on pouvait préserver les intérêts économiques. Et donc maintenant, comme c'est une décision commune, c'est important de le dire, c'est trois pays qui décident de dénoncer une convention. À juste titre, moi, je n'ai pas été surpris et je salue quand même le courage de nos autorités respectives. On devait s'attendre à ça, vu l'évolution des processus, quoi. Parce que vu la crise, n'est-ce pas, et les conséquences des décisions récentes de la CEDEAO à l'endroit de ces différents pays, et les impacts négatifs, donc il fallait forcément s'attendre à ce qu'il y ait un choc pareil. Donc je n'ai pas été surpris, j'y attendais, mais on ne savait pas quand ça allait intervenir. Dans le cas de l'AES, nous voyons que déjà la volonté politique affichée y est. Et aujourd'hui, ce que nous avons constaté au niveau de l'espace CEDEAO, c'est qu'on a du mal à ce que les politiques s'accordent. En termes de bouleversement organisationnel,
Il en sera question aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique. D'après les rapports de l'organisation sous-régionale, en 2020, on estimait son produit intérieur brut global à 686 milliards de dollars américains. Un autre rapport, celui de la BAD, prévoyait une croissance du PIB pour la région de l'Afrique de l'Ouest à 3,9% en 2023 et 4,2% en 2024. Avec ce retrait de 3 de ses membres, qu'en sera-t-il? Quand je prends l'espace des pays francophones ici comme ça, et le commerce intra ne dépassait pas tout au plus 15%. Et donc, c'est beaucoup plus, nous échangeons, nos pays échangent individuellement beaucoup plus avec l'extérieur. Et donc, du coup, si le fait de se retirer, si c'est consommé admis, parce que si c'est admis automatiquement, et que par réciprocité, les autres pays devraient prendre des mesures, automatiquement, on doit s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences. Des conséquences au niveau de la circulation des biens et des personnes. Quand on regarde le Mali, les principaux pays et produits qui quittent ici comme ça, du Mali vers la Côte d'Ivoire, c'est le bétail, l'élevage, etc., beaucoup plus à ce niveau-là, et d'autres pays, et d'autres produits. Mais le retrait de la CEDEAO ne suppose pas qu'on s'est retiré de l'UEMOA. Aujourd'hui, ce qui n'a pas marché avec la gestion de nos États, c'est l'aspect politique. Maintenant, pour le cas de l'UEMOA, pour le moment, le Mali est encore membre de l'UEMOA, le Niger est membre de l'UEMOA et le Burkina est membre de l'UEMOA. Le Mali est toujours dans le CFA. Mais dans la mesure où, si les conditions dans lesquelles les autorités respectives sortiront que leurs intérêts ne sont pas préservés au mieux, il n'est pas exclu aussi qu'il y ait une demande et un retrait qui se fasse. Mais pour le moment, on n'est pas là. Déjà, le cas de la CEDEAO, il faut gérer ça. Donc moi, j'estime qu'il ne faut pas que les gens paniquent parce que je vois des rumeurs folles, beaucoup d'interprétations de travers. Les gens même disent maintenant quel est le sort du passeport CEDEAO. Est-ce qu'il faille y refaire son passeport? Je pense qu'à cela, il y aura une communication que j'inviterai nos autorités à faire, beaucoup communiquer là-dessus. Il ne faut pas que les gens fassent de l'amalgame. La CEDEAO des peuples, c'est surtout cette intégration des populations, notamment par la libre circulation des personnes et des biens. Maliens, Nigériens et Burkinabés doivent désormais conjuguer avec quelques changements qui demanderont plus de résilience, soutient Soumanou. Le fait d'être dans une communauté, c'est la levée des barrières douanières. Donc comme vous l'avez dit, vous pouvez vous déplacer, aller par exemple au Cap-Vert, vous pouvez aller au Ghana sans payer de droits douaniers. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'il y aura des tarifs que l'État va vous appliquer. Le plus important, c'est la résilience. Je demanderai aux uns des autres d'être résilients dans la mesure où, vous savez, quand nous avons une décision comme ça et qui est une décision qui vient de 3 autorités en même temps, on ne peut que soutenir cette décision-là. Et aussi, les soutenir, ce n'est pas seulement de dire on soutient, mais réfléchir comment aussi leur montrer la voie pour pouvoir atténuer autant que faire se peut. Il faut rappeler que le rôle de la CEDEAO au départ était purement économique. Au fil des années, elle mue ce rôle au maintien de la paix. Et c'est l'une des raisons avancées par le communiqué commun des pays de l'AES qui parle d'ingérence et de manque de solidarité. Et en plateau avec moi, Abdul Karim Kaba, pour la lecture de certaines réactions qui nous sont parvenues ici à la rédaction. Bonsoir Abdul Karim Kaba. Bonsoir Khabir Matraoré. Sur le contenu de ces différents communiqués. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se retirent de la CEDEAO avec effet immédiat. Suite à cette décision historique, des messages des partis politiques, associations et mouvements nous sont parvenus. La plateforme Malidéon, l'Association malienne pour le développement du district de Bamako, l'Alliance pour la refondation du Mali Arima, le COREMA, la Convention pour le Mali, la COFOP, l'Amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali, la coordination du mouvement Mali-Djoliton, tous se disent fiers des autorités de la transition des 3 pays. Cet acte historique, selon eux, est un message d'unité et de souveraineté des peuples des pays de l'AES. Ils appellent par la même occasion les peuples de l'AES à redoubler d'efforts par la résilience et la vigilance pour soutenir les gouvernants afin de rendre irréversible ce processus d'affirmation de la souveraineté. Merci beaucoup Abdul Karim Kaba. Merci bien, Traoré. La suite de cette édition avec Bamako qui accueille le 10 février prochain la rencontre internationale des détenteurs de savoirs occultes africains. Les organisateurs étaient face à la presse pour édifier l'opinion sur les objectifs de cette rencontre. Je propose d'écouter Babou Nyang pour plus de détails au micro de Benoko Fofana. Nous, les détenteurs et dépositaires des connaissances et pouvoirs mystiques ancestraux,
avons décidé de nous réunir ici à Bamako pour profondément réfléchir. C'est donc à ce juste titre que nous avons choisi pour thème, rôle, place et importance de la culture endogène dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique. En notre qualité de détenteur et dépositaire des savoirs et pouvoirs mystiques, nous avons le devoir de veiller sur nos populations et sur nos États, en empêchant tout mal et tout malheur dans nos sociétés. À cet effet, les détenteurs viendront de tous les pays d'Afrique et d'ailleurs. Bamako va accueillir plus de 400 participants du 6 au 12 février. Et c'est le lieu d'exprimer toute notre reconnaissance et nos sincères remerciements au gouvernement de la transition du Mali. Nous vous informons que l'État a mis en place une commission nationale d'organisation composée de plus de 15 ministères. Cette commission nationale travaille avec nous pour la réussite parfaite de l'événement, d'où le caractère historique de notre conférence. Le temps de la 20e édition de Ségou Art, festival sur le Niger, est donné par une exposition photo qui rend hommage aux anciens du festival. Les photographes mettent en lumière les moments forts de la rencontre de 2005 à 2023. Envoyés spéciaux à Ségou, Cheikh Oumar Sangaré, Toumani Diabaté, Abou Kone et Sibiri Konaté. Coup de ciseaux et la photographie, de par sa magie, immortalise des instants forts et émouvants des 20 ans du festival sur le Niger. Cette exposition photo rend hommage aux anciens, autrement dit aux organisateurs, visiteurs, autorités et autres artistes qui ont fait et qui font du festival de Ségou ce qu'il est aujourd'hui. Qui dit festival dit une équipe, dit une communauté, des autorités et beaucoup de personnes, des anonymes aussi qui ont aidé à mettre en place ce grand projet culturel-là. Du Mali et même de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, on veut rendre hommage à toutes ces personnes-là et les remercier. Tous ceux qui ont participé à la couverture du festival sur le plan photographique, au moins on a essayé, pour ne pas vexer les uns et les autres, de faire une sélection pour que tout le monde se voie dedans, tout le monde se voie intéressé par ce festival et tout le monde se sente que le festival ne les a pas du tout oubliés. Un témoignage média d'une belle facture et les photos ainsi exposées retracent l'histoire du festival sur le Niger de la première à la 19e édition. Un devoir de mémoire et de reconnaissance tout au long des 20 ans. Ça fait 20 ans de créativité, 20 ans de renforcement des capacités, 20 ans de professionnalisation, 20 ans de partage et d'unité. Je pense que les cultures ont été en résistance pendant ces 20 ans à Ségou. C'est le moment de saluer. J'avoue que c'est impressionnant. C'est impressionnant que de chemin parcouru en 20 ans. C'est comme si on revivait édition par édition depuis 2005. Cette belle note de souvenir lance les couleurs de la 20e édition des Ségou Art Festival sur le Niger qui dure jusqu'au 4 février 2024. La sortie des masques est l'un des moments forts du festival culturel Ogo-Bagna qui est à sa 9e édition. C'était hier sur les berges du fleuve Niger, événement très suivi par des milliers de festivaliers sur place et à travers le monde, et à travers justement des plateformes digitales. Le reportage est signé Ibrahim Kaoukonaté. La danse des masques de Sanga figure en bonne place dans le programme du festival culturel Ogo-Bagna. Cet événement important est un pan de la riche culture d'Ogon. Il symbolise la fin du deuil après la disparition d'une personnalité. C'était utilisé dans un contexte sacré. Il fallait désacraliser le masque. Et pour cela, il y a un certain nombre de rites à accomplir. Et en accomplissant ces rites, on profane plus ou moins ces masques. Et ce sont ces masques qu'on peut transporter au-delà de nos sociétés. Les masques sortent uniquement pour les levées de deuil. Comme je viens de vous dire, après
l'enterrement, il y a 5 jours de deuil. Après les 5 jours de deuil, si la famille peut organiser les funérailles, elle organise. Mais en accord avec l'organisation du village. Maintenant, si la famille ne peut pas, on recense les défunts de l'ensemble du village et pendant la période inactive, on organise les cérémonies funéraires. Au cours de cette cérémonie, un hommage est rendu à la femme, propriétaire des masques. Elle est à l'origine de la découverte. La femme, elle a été animée par les esprits. Ce n'est pas tout le monde qui est animé par des esprits. Et donc cette femme, elle était animée par les esprits. Elle a eu la chance de rencontrer les masques. Comme vous voyez, dans la communauté d'Ogon, la femme n'est pas reléguée au second plan. Même s'il y a beaucoup de choses encore à relever comme défi, la femme n'est pas reléguée au second plan. La preuve est que vous venez d'apprendre que le masque a été découvert d'abord par la femme et après les hommes, comme toujours, s'en ont approprié. La danse des masques est un moment incontournable du festival Ogo Bagna. En fait, chaque masque correspond à un signe. Au-delà de la danse et de la gesticulation, ça dénote la conception du Dogon par rapport à l'univers. La danse des masques met en évidence toute l'étendue du riche patrimoine culturel du pays Dogon. Sport Weekend, c'est avec Siragatou Sissé en plateau avec moi. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Ibrahima Traoré. Cannes Côte d'Ivoire 2023. Les huitièmes de finale se poursuivent. En ce moment se joue le match Égypte et RDC, hein, c'est ça? Tout à fait. Nous sommes à la mi-temps et le score est d'un but partout. Elia Meshak a ouvert la marque côté congolais à la 37e minute et l'Égypte a égalisé à la 45e minute par Mohamed Mostafa. Alors, ce match en cours, Ibrahima, est le 5e en Coupe d'Afrique des Nations entre Égyptiens et Congolais. L'Égypte totalise 3 victoires contre 1. Alors, le dernier succès de la RD Congo en Cannes sur l'Égypte date de la Cannes 74, a remporté 3-2. Alors, les statistiques nous apprennent également que le vainqueur d'Égypte et de Congo a toujours remporté le tournoi. Et la Guinée a obtenu son ticket pour les quarts de finale dans les ultimes secondes du temps additionnel. Ah oui, tout à fait. Sur le huitième de finale de mardi, entre le Mali et le Burkina Faso, à Korogo, tout va bien dans le nid des aigles du Mali. Oui, la preuve, la première place acquise en match de groupe, la prime payée des joueurs par l'État et les dispositions particulières prises autour des aigles. C'est dire que la vie est rose dans le nid à l'avant-veille du huitième de finale Mali et Burkina Faso à Korogo. On écoute justement le premier vice-président de la Fédération malienne de football, Moussa Sylvain Diakité, au micro de l'un de nos envois spéciaux à Korogo, Ari Jumatina. L'entraîneur, jusqu'à ce niveau, il tient bon le bout, ça va, tout va bien. L'équipe, ils sont dans les meilleurs dispositifs. L'environnement aussi parfait, ils sont bien isolés. Et nous respectons les consignes de l'entraîneur et nous appliquons tout ce qu'il nous demande de faire. À ce niveau, il n'y a aucun problème, donc il n'y a pas de dispositif particulier à prendre. L'équipe est dans de bonnes dispositions. Nous sommes sereins et nous allons pour la victoire. Il y a également un autre aspect qui concerne les primes. Est-ce que les joueurs sont dans de très bonnes dispositions pour pouvoir aborder ce huitième de finale contre le Burkina? Chapeau pour nos autorités, honnêtement. D'abord, il n'y a pas de problème de primes. Depuis à Bamako, ce problème a été réglé. Le ministre nous a dit qu'il lui a été instruit par les plus hautes autorités qu'il ne veut pas avoir ce problème-là. Et le ministre aussi a pris toutes les dispositions. On a même testé les dispositifs. Nous avons ouvert les comptes au niveau de la banque BNDA pour tous les joueurs et les staffs. Et nous avons testé les dispositifs depuis Bamako. Il y avait les primes de match Mali-Tchad et puis les primes de sélection qui sont passées par le dispositif. Et ça a bien fonctionné. Et tout le monde a eu son argent sans problème.
Notez le rendez-vous Mali-Burkina Faso, c'est ce mardi à 17h en direct sur ORTM 1. Merci beaucoup, Seragatou Sissé. Je vous en prie. Ainsi va l'actualité ce soir. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Très bon moment de télévision en notre compagnie et excellent début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir.